peut-être que ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Je vais dire quelques mots d'introduction en 2-3 minutes. Ça laissera encore du temps pour un certain nombre d'autres personnes de nous rejoindre. Donc, je suis Sébastien Treyer, je suis le directeur de l'IDRI et je suis très heureux d'avoir l'honneur d'animer un webinaire co-organisé, comme je le disais, avec l'Institut Jacques Delors, avec I4CE et donc l'IDRI, et en plus avec nos collègues d'Agora Energiewende en Allemagne. Et donc, on a prévu un webinaire qui dure 1 heure et 15 minutes. Ça va passer assez vite. Et donc, on a prévu de laisser la parole à chacun de nos interlocuteurs, de nos 5 panélistes, de manière assez ramassée. Quelques mots d'introduction. Donc, je pense que l'actualité est riche en ce moment sur les questions de combinaison entre les besoins de la relance et la nécessité d'une transition écologique et énergétique. En particulier ce matin, le Haut Conseil pour le climat en France a sorti son rapport annuel qui montre que la France ne tient pas son budget carbone, en tout cas que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est trop lente, de moins 0,9%, elle a été de moins 0,9% en 2019, alors qu'à partir de 2025, il faudrait qu'elle soit d'au moins 3% par an. Et donc, on ne fait pas rien, hein. Le rapport souligne qu'il y a des choses qui se font, mais qu'on n'est quand même pas à l'échelle de l'ambition de réduction qui serait nécessaire. Le rapport dit aussi, et c'est exactement le point de départ de notre séminaire, que la réponse à tout ça est dans la relance, et notamment parce qu'on a des propositions à faire. On peut les trouver dans les solutions de la Convention, dans les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, ou dans tout un tas d'autres propositions. On a des solutions qui, dans un certain nombre de secteurs, offrent des co-bénéfices en matière d'emploi, de croissance économique et de climat. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va aligner les éléments de la relance, les plans de relance avec les objectifs climatiques. Et donc on se pose la question du mode d'emploi. Et pour ce faire, on va avoir donc successivement plusieurs interventions des think tanks qui co-organisent ce webinaire. Tout d'abord, Adrien Hainaut, qui est chef de projet, notamment sur le panorama de la finance climat à I4CE, l'Institut pour l'économie du climat. Adrien va nous parler notamment de quels sont les montants en jeu, comment est-ce qu'on peut avoir un mode d'emploi dans les instruments financiers et l'orientation des éléments financiers pour aller dans le bon sens, comment est-ce qu'on peut les mobiliser. Ensuite, du côté de l'IDRI, Pierre-Marie Aubert, qui dirige l'initiative Agriculture et politiques européennes, va nous faire un focus sur l'un des secteurs que à la fois la Convention citoyenne sur le climat et le Haut Conseil pour le climat, sur lequel il y a un focus et sur lequel on connaît encore un peu, ce qui a été relativement peu mis en débat public, qui est la question de l'industrie agroalimentaire, du secteur agricole et agroalimentaire. Et puis Lola Valéjo, directrice du programme climat à l'IDRI, donc Pierre-Marie et Lola sont de l'IDRI. Lola, elle va nous parler de la question des conditionnalités. Comment est-ce qu'on peut et comment demander des contreparties aux entreprises qui sont aidées avec de l'argent public, et pour que ça soit vraiment dans une logique d'alignement avec les objectifs climatiques. Ensuite, de l'Institut Jacques Delors, Thomas Pellerin-Carlin, qui est le directeur du Centre Énergie à l'Institut Jacques Delors, va nous permettre de faire aussi le lien, d'articuler ce qui se passe en France avec l'échelon européen, entre le plan de relance français et le plan de relance européen. Et juste après ça, on est très heureux que Muriel Gagnebin de Agora Energiewende, le think tank allemand sur la transition énergétique allemande, avec qui qu'elle puisse nous dire un peu comment ça se passe du côté du plan de relance allemand. Et Muriel est en particulier chef de projet sur la question des politiques énergétiques franco-allemandes, en comparaison entre France et Allemagne. On est d'ailleurs souvent très heureux de pouvoir collaborer avec Muriel sur ces sujets de comparaison France-Allemagne. En l'occurrence, vu la masse et le signal qu'a donné le plan de relance allemand, c'est absolument essentiel qu'on puisse avoir votre point de vue du côté d'Agora Energiewende sur ce qui se passe dans nos deux pays et sur l'échelon européen. Donc, j'en dis pas plus, je passe tout de suite la parole à Adrien pour 10 minutes. Bonjour à tous. Si vous m'entendez correctement, je vais tenter de mettre une présentation à l'écran que nous partagerons avec vous à la fin de cette session également, qui s'intitule « Relance, comment financer l'action climat ». C'est une présentation qui se base sur un rapport que nous avons publié vendredi dernier et qui est disponible en ligne sur notre site. Je crois qu'on peut vous faire parvenir le lien pour télécharger un rapport de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous la mesurons non pas en émissions, mais en euros, à travers la problématique des investissements, puisque les efforts d'investissement dans les technologies de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des infrastructures durables en France
On sait qu'ils existent, mais qu'ils ne sont pas suffisants. C'est ce que disait Sébastien au début. On a 32 milliards d'euros par an qui ont été investis dans les 3 dernières années récentes dont on a connaissance, mais pour atteindre les objectifs nationaux, les besoins d'investissement seraient bien supérieurs. Il faudrait 15 à 25 milliards d'euros de plus pour atteindre les objectifs du second budget carbone, celui dans lequel nous nous trouvons en ce moment, et probablement encore au-delà pour être dans la ligne du 3e budget carbone, qui est celui qui nous amène jusqu'à la fin de la décennie, et au-delà continuer à investir pour atteindre l'objectif de long terme de neutralité carbone pour la France. Alors, par rapport à ce déficit d'investissement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Proposer des mesures qui encouragent ces investissements dans les différents secteurs où ils sont nécessaires. Et notre rapport s'attache à regarder pour presque une quinzaine de secteurs ce qui est possible de faire. Donc, quelques-unes de ces mesures sont bien connues. Dans la rénovation des logements, on peut proposer des aides, des prêts, un meilleur accompagnement des ménages qui entreprennent des travaux complets, performants pour économiser l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. On peut proposer un bonus automobile renforcé pour les voitures électriques des particuliers, des bornes de recharge financées par les pouvoirs publics pour faciliter l'acquisition de ces véhicules, des budgets pour améliorer, accroître et renforcer, régénérer le réseau ferroviaire, celui des transports en commun urbains, étendre ces transports en commun vers les zones périphériques des villes et davantage de pistes cyclables pour les déplacements individuels, ou encore des mesures pour encourager la production d'électricité, de gaz et de chaleur renouvelable. Donc tout ça, ce sont des mesures qu'on connaît déjà, mais qui nécessitent de continuer à être mobilisées, et notamment elles nécessitent un financement et un financement public qu'on a essayé d'évaluer dans le plan. Pour ça, on regarde dans chaque secteur, à partir des mesures proposées, quelle peut être la répartition des efforts d'investissement entre acteurs et par instrument, pour essayer de représenter les effets de levier dont on peut bénéficier. Et on documente dans une petite synthèse quelle est, selon nous, l'approche à privilégier dans les prochaines années. Alors, quel besoin de financement pour mettre en place un set de mesures de ce type? Eh bien, on a essayé de l'analyser à travers une représentation des ressources dont on doit disposer et des emplois. Les emplois, ce sont les investissements à faire. C'est la manière dont on va utiliser cet argent, c'est essentiellement pour investir en faveur du climat. Mais de combien a-t-on besoin? Eh bien, aujourd'hui, les pouvoirs publics, à travers différents budgets, consacrent environ 15 milliards d'euros par an aux investissements pour le climat dans les secteurs que j'ai mentionnés, celui des bâtiments, des transports, de la production d'énergie. À court terme, nous estimons que pour atteindre les objectifs d'investissement de la stratégie nationale bas carbone, il faudrait 9 milliards d'euros par an de plus dans ces budgets publics et un renforcement d'outils que les pouvoirs publics peuvent mobiliser du côté des banques commerciales à travers des prêts aidés ou des certificats d'économie d'énergie. Et le reste serait proposé ou apporté par les cofinancements privés dans les différents types de projets qu'on étudie. Cette impulsion, elle nous paraît cruciale, modeste et sans regret. Cruciale parce que sans cela, les projets ne verront pas le jour. Il y a un besoin d'argent public essentiel pour que ces projets existent dans les conditions actuelles. Modeste car il y a un entraînement important vis-à-vis des financements privés, mais aussi parce que les montants dont on parle à court terme sont relativement comparables à ce qui peut être fait dans des réformes régulières que le gouvernement a pu entreprendre dans les dernières années. Donc, par exemple, la réforme de la taxe d'habitation, c'était un coût pour l'État d'environ 18 milliards d'euros. Les mesures de sauvetage de l'économie en dépenses budgétaires, c'est de l'ordre de 134 milliards d'euros cette année. Et quand on regarde dans les 3 secteurs les plus étudiés dans le plan, l'énergie, les transports et le bâtiment, la dépense nationale totale chaque année pour ces services rendus par ces secteurs, c'est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Donc, concevoir qu'on va consacrer 9 milliards d'euros de plus aux investissements pour le climat par les budgets publics, ça reste relativement modeste à ces échelles-là. C'est également un investissement sans regret, car des bénéfices sont attendus en échange de ces investissements. Une contribution à la relance qui consiste à stabiliser les marchés dans lesquels ont lieu aujourd'hui ces investissements, des marchés qui abritent dans l'installation, dans la maintenance, de l'ordre de 350 000 emplois d'après l'ADEME, donc c'est une activité économique assez importante dans le pays aujourd'hui. À terme, on pense qu'il y a un effet favorable sur l'activité, à travers une croissance du PIB de l'emploi, du PIB de l'emploi, de 300 000 à 500 000 ETP supplémentaires pour un scénario qui mettrait en œuvre ces investissements.
et un effet positif sur les finances publiques, puisque cette dépense initiale revient au pouvoir public à travers notamment l'activité générée par ces investissements dans l'économie du pays. Et puis, ce sont des coûts sociaux qui sont évités par ces investissements, notamment dans la réduction de la pollution de l'air. Et ça a lieu dès maintenant et autour des projets. C'est un bouclage, un retour sur investissement qui se fait très rapidement et qui est très intéressant pour les acteurs qui s'engagent sur ces travaux. Alors ça, c'est à court terme, mais à moyen terme, on a également essayé d'évaluer combien coûterait pour les pouvoirs publics le fait d'accompagner toujours ces investissements qui croissent. Et le besoin d'argent public atteint à moyen terme de l'ordre de 37 milliards d'euros, donc 22 de plus qu'aujourd'hui, c'est ce qui apparaît à droite de cette figure, pour continuer à faire croître le volume total des investissements en faveur du climat. Et cette croissance, elle est liée au fait qu'il y a de plus en plus de projets à soutenir, de plus en plus de rénovations, de véhicules à mettre en service, que si certains projets se passent d'être publics parce qu'on peut gagner en apprentissage, faire des économies d'échelle, progresser sur une réglementation favorable, d'autres en ont davantage besoin, puisqu'on se porte par exemple à ces échelles de temps-là sur la rénovation massive des logements dans lesquels se trouvent des ménages modestes, et que ce besoin d'argent public renforcé se ressent du coup dans l'enveloppe de 37 milliards d'euros que j'ai mentionné ici. Alors, ce montant devient d'autant plus conséquent, on en est bien conscient, et on pense que les bénéfices qu'on a mentionnés initialement se maintiennent et le justifient toujours. Mais le financement de cet effort-là fait évidemment débat. On n'est plus sur des échelles qui sont de l'ordre de ce qui peut être décidé d'année en année par les gouvernements, mais ça doit faire l'objet d'un débat plus profond sur le financement, que ce soit via un canal européen ou via une discussion sur l'équilibre budgétaire de cette dépense. On sait également que l'argent, même quand il est public, ne fait pas tout. Dans tous les projets qu'on a examinés et dans les secteurs qu'on a étudiés, il y a des enjeux d'accompagnement pour les ménages, les PME, les collectivités, des enjeux de formation et de compétences au sein des corps professionnels qui interviennent dans les projets, que ce soit pour les réaliser, mais aussi pour les commanditer, puisque ce sont souvent des projets assez complexes à concevoir. Il y a des efforts et des améliorations à faire sur la réglementation et les normes, et puis il y a des perspectives sur la recherche, puisque l'AIE le rappelait encore récemment dans un rapport la semaine dernière, la plupart des technologies sur lesquelles on compte à moyen terme ne sont pas matures aujourd'hui. C'est des technologies en devenir pour lesquelles on peut encore faire des progrès. On termine en précisant dans notre rapport qu'il faut avoir un regard aussi sur le très court terme. Les porteurs de projets dont il est question dans le plan sont touchés aujourd'hui par la crise économique de diverses manières. Nous, à F4C, on n'a pas été en mesure d'évaluer précisément jusqu'où cet impact dégrade leur capacité à investir. On a listé dans le papier ce qui nous semblait être les principales menaces. D'autres structures sont peut-être mieux placées pour les évaluer par secteur, selon les différentes situations. Mais cette situation est préoccupante et pour pouvoir continuer à compter sur des investissements à long terme, il faut pouvoir stabiliser les situations de ces porteurs de projets. Voilà, j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Sébastien pour qu'il la transmette à la suite du panel. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à vos questions après la série des présentations. Merci beaucoup Adrien pour un timing parfait et aussi pour une présentation qui déjà commence à soulever quelques questions. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions dans la boîte questions et réponses dans le bas de votre application Zoom. Je passe tout de suite la parole à Pierre-Marie Aubert qui est directeur de l'INI, qui coordonne l'initiative Agriculture et politiques européennes à l'IDRI pour un focus sur ce secteur agroalimentaire dont on a jusqu'à maintenant peu débattu dans la logique du plan de relance et de la transition vers une société bas carbone. Pierre-Marie, je te passe la parole. Merci beaucoup Sébastien. Je pense que vous devez voir mon écran. Donc effectivement, l'idée là, c'est de parler du plan de relance dans le secteur agricole et alimentaire. Alors, on travaille étroitement avec I4C, où on espère pouvoir travailler étroitement dans les prochains mois sur ces questions-là. Et aujourd'hui, donc, il ne s'agit pas de passer en revue l'ensemble du secteur agroalimentaire, ce qui serait relativement ambitieux, mais plutôt de se concentrer sur un enjeu, et pour nous, en fait, qui est la clé de voûte de ce plan d'un système alimentaire durable, qui est la transition protéique. Derrière la transition protéique, en fait, il y a l'idée que les enjeux aujourd'hui sur la transition du système alimentaire sont massifs en termes sociaux, économiques, environnementaux. C'est 1,4 million d'emplois directs, à peu près, environ, en prenant l'amont, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. C'est peu.
C'est un peu plus 5% de la population active. Mais en fait, c'est un rôle énorme dans tout ce que Guy Lui appelle la France périphérique. Et c'est surtout pour le secteur agroalimentaire, un secteur dans lequel l'emploi est resté stable depuis les 60 dernières années. Et donc, c'est un secteur extrêmement important d'un point de vue social. C'est 20% des émissions de gaz à effet de serre pour la France, donc c'est relativement important, et c'est 54% du territoire métropolitain. Et donc, c'est dire si ça représente aujourd'hui un levier majeur pour la restauration de la biodiversité dont on sait à quel rythme elle s'effondre. Alors, pourquoi est-ce que la transition protéique, c'est pour nous l'objet d'une attention particulière? Pourquoi est-ce qu'on la considère comme la clé de voûte d'un système alimentaire durable? Il faut d'abord rappeler que cette transition protéique, elle a deux jambes. Le premier, c'est dans l'assiette. Plus de protéines végétales dans l'assiette et relativement moins de protéines animales, mais aussi plus de protéines végétales dans les territoires. Et donc, c'est vraiment l'assiette et le territoire, et donc ayant tout ce qu'il y a entre les deux. Pourquoi est-ce qu'elle est si centrale? Pourquoi est-ce que ces deux jambes-là sont aussi centrales? Eh bien, pour des bénéfices environnementaux, on parle de gestion territoriale de la fertilité. Donc, si on met des protéines végétales, des légumineuses dans nos territoires, on augmente la capacité à capter de l'azote atmosphérique, sans rentrer dans les détails. En tout cas, on évite de nombreuses tonnes de CO2 émises, à la fois pour fabriquer les engrais de synthèse et à la fois qui sont émis lors de l'application de ces engrais de synthèse sur les territoires. Et puis, cette diversification des systèmes agricoles en réintroduisant des protéines végétales dans les paysages agricoles aujourd'hui, c'est à la fois une source de protection des cultures et donc qui permet de réduire l'usage des pesticides et de réorganisation du territoire, sans parler du coup des effets d'emploi sur lesquels je vais venir. Tout ça, c'est bien beau, mais du coup, on peut se demander quels sont les enjeux derrière, combien ça coûte, comment est-ce qu'on peut y arriver. Alors, ici, ce que je vous propose, ce sont des éléments de chiffrage sur la base des investissements récents dans les filières protéines végétales qui aujourd'hui sont à des niveaux très faibles. Et donc, il faut prendre tous les chiffres que je vais donner avec beaucoup de précaution. Ce sont des ordres de grandeur, mais qui permettent de poser quelques éléments pour réfléchir. Alors, premier élément de la transition protéique, je l'ai dit, c'est la première jambe, enfin la deuxième jambe de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des protéines végétales dans les territoires. Et ce que la stratégie nationale bas carbone nous dit, c'est qu'il faudrait doubler la surface de protéines végétales dans les territoires en passant de 500 000 hectares, pour aller vite, à 1 million d'hectares d'ici à 2030, donc en 10 ans. Deuxième pilier de la transition protéique, c'est l'assiette. Et donc, on voit ici un consommateur qui triple la quantité de légumineuses qui met dans son assiette, de 4 grammes par jour à 12 grammes par jour, et qui diminue d'ici à 2030 d'environ 15% la quantité de protéines animales qu'il met dans son assiette. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement en termes d'investissement, en termes de transformation du secteur et donc du coup d'appui qu'il faut apporter? Eh bien, si on a plus de protéines végétales dans les champs, il va bien falloir qu'on les collecte et qu'on les transforme pour les amener dans l'assiette. Et en fait, il y a deux manières de faire ça. La première manière, c'est de faire des protéines végétales qu'on peut directement consommer par les humains. Ça va être toutes celles que vous connaissez déjà, les lentilles, les pois chiches et d'autres. Et puis, ça va être les protéines végétales émergentes, autour notamment du soja. Et donc là, on a tout un enjeu d'investissement dans des nouvelles filières ou de renforcement de filières existantes, mais trop petites aujourd'hui. Et on peut estimer que ça sera de l'ordre de 1,1 à 1,5 milliard d'euros pour construire les capacités de stockage et de transformation de ces protéines à destination directement des humains. Mais en fait, la plus grosse partie des protéines végétales qu'on mettrait dans nos champs, en fait, elles auraient une vocation de nourrir les animaux qui sont aujourd'hui nourris massivement à partir de soja importé. Et donc, en fait, là, c'est pareil. Il faudrait des infrastructures de collecte, de transformation et pour nourrir les animaux. Mais comme ces animaux-là, on va les réimplanter dans des territoires d'aujourd'hui sont absents parce qu'on a besoin que ces protéines végétales elles soient présentes dans tous les territoires et pas simplement dans quelques territoires par-ci par-là, il faut aussi envisager de développer des infrastructures qui sont adaptées à ce nouveau mode d'élevage extensif, moins dommageable pour l'environnement et même qui offrent des services écosystémiques. Et donc, c'est des laiteries et des abattoirs à petite échelle dans les territoires desquels ils ont complètement disparu, comme on peut citer ici toutes les régions de l'Île-de-France et de grandes cultures aujourd'hui. Et donc ça, on peut le chiffrer de l'ordre de 2,5 à 4 milliards d'euros. Maintenant, pourquoi est-ce que les agriculteurs aujourd'hui ne font pas ou peu de protéines végétales? Ce n'est pas simplement parce qu'ils n'en ont pas envie, c'est parce qu'il y a peu de marché, on l'a vu, il faut investir dans des débouchés, mais il y a aussi un problème en amont et il faut que demain, les agriculteurs ils aient accès à de la semence de qualité. Il y a eu un arrêt ou en tout cas un ralentissement très fort des investissements en recherche et développement sur la protéine végétale qui fait qu'aujourd'hui,
les semences qui sont à disposition ne sont pas nécessairement toujours de la qualité suffisante pour avoir des rendements ou pour faire face à l'évolution des conditions climatiques et des conditions de culture. Donc au total, et dernier élément, évidemment, à l'échelle de l'exploitation, il y a des innovations à faire, il y a des transformations. Et quand on regarde ce que les instituts techniques ont chiffré lors des États-Unis en alimentation, on arrive à un volume de 10 à 15 000 euros par exploitation pour 100 exploitations sur 10 ans, ce qui nous donne un total de 10 à 12 milliards d'euros. Au total, les investissements directs qu'il faudrait consentir pour permettre à cette transition de se faire sont de l'ordre de 18 à 25 milliards d'euros, soit un peu moins de 2,5 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête, et je terminerai là-dessus. Eh bien, en fait, quand on regarde les investissements directs qui sont consentis chaque année dans le secteur agroalimentaire, c'est de l'ordre de 23 à 25 milliards d'euros annuels supplémentaires d'encours bancaires. Dit autrement, si on réalloue à peine 10% de ces volumes financiers dans les bons secteurs, eh bien, on a là un levier massif pour transformer le système alimentaire. Si on regarde du côté de l'amont, l'investissement R&D des semenciers, c'est d'ordre de 400 millions d'euros par an. De la même manière, soit on augmente de 10% ces investissements, soit on le réalloue vers les protéines végétales, et ça permet de faire une grande partie du boulot. Et dernier point qui n'est pas le plus mineur, c'est qu'en fait, les dépenses alimentaires des ménages français, c'est de l'ordre de 188 milliards d'euros annuels, dont 20% partent sur la viande, les produits à base de viande. Et donc, on voit bien que si on pouvait réallouer une toute petite partie de ces dépenses vers des protéines végétales et vers des produits animaux de qualité plus importante environnementalement parlant, on aurait là un levier majeur de la transition qui permettrait en fait de viabiliser la transition dans une filière qui est exposée à de nombreux défis de l'ordre de verrouillage, avec des prises de risques, des enjeux de compétitivité pris par rapport à l'international et un marché de la semence qui est aujourd'hui de trop faible taille pour permettre les investissements. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Sébastien. Merci beaucoup Pierre-Marie. Donc un zoom sur un secteur dont on parle pas si souvent que ça, mais qui envoie quand même un message qui va encore plus dans le même sens que ce que disait Adrien, c'est-à-dire qu'en fait on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas inatteignables et qu'il s'agit notamment de se dire est-ce qu'on peut pas réorienter une partie des investissements existants vers cette question de la transition. Maintenant je passe la parole à Lola Valéjo qui est la directrice du programme Climat à l'IDRI pour réfléchir sur un des autres éléments de notre mode d'emploi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut conditionnaliser certaines des aides de la relance pour qu'elles soient bien orientées et bien redevables des objectifs d'ordre climatique. Voilà, la parole est à toi. On ne t'entend pas, Lola. Excusez-moi, je voudrais effectivement présenter quelques pistes de réflexion sur la gouvernance des conditionnalités des aides publiques. D'abord, en commençant par un constat et un petit moment de réflexion sur la période qu'on traverse actuellement. Je pense qu'on a été très nombreux à le dire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. La relance et l'investissement public majeur actuel est un moment clé pour réorienter les investissements, notamment vers la transition écologique. Mais pourquoi ? On peut comparer ce moment à la relance qui a eu lieu en 2008, dans lequel aussi on a eu des investissements massifs. Cette fois-ci, on a quelque chose de beaucoup plus majeur, c'est-à-dire que l'arrêt de l'économie a été vraiment provoqué de façon administrative et il y a une grande dépendance des entreprises à un soutien public, ce qui rend l'exigence de contrepartie beaucoup plus légitime sur le plan politique et sur le plan économique par rapport à 2008. Bon, c'est aussi une évidence par rapport aux deux présentations qu'on vient d'avoir. L'important, c'est d'investir dans des secteurs soutenables via les plans de relance. Donc, je ne m'appesantis pas là-dessus. Mais au-delà de ça, on a non seulement des investissements qui vont soutenir des secteurs, mais aussi des entreprises en particulier, soit via des prises de participation ou des soutiens à des prêts ou des garanties qui vont avoir le même effet, qui est d'empêcher une sorte de casse sociale et des effets très dommageables pour l'activité économique. La leçon qu'on peut tirer peut-être de 2008, c'est que cette fois-ci, c'est important de définir en amont des critères d'évaluation, parce qu'on voit que les contreparties en 2008, elles avaient plutôt été axées contre des conditionnalités sur le côté de l'emploi, et qu'en fait, le débat est toujours ouvert sur est-ce que ça a été efficace ou pas. Et ça montre vraiment l'intérêt de définir en amont des critères d'évaluation
les plus clairs et les plus objectifs possibles. La bonne nouvelle, c'est que les engagements environnementaux par rapport aux questions d'emploi, ils sont aussi objectivables et quelque part des facilités méthodologiques. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer, mais on y reviendra. Et enfin, pour revenir peut-être sur cette question de la légitimité politique et économique, on est dans un moment où il y a des attentes fortes. On a vu la Convention citoyenne pour le climat toucher à cette question, notamment des contreparties, de l'importance du plan de relance d'être au cœur de la transition écologique en France. Mais il y a aussi beaucoup d'appels et de travaux en cours du côté de la sphère financière, notamment autour des questions de reporting et de disclosure, comme on dit en anglais, du risque climatique qui intéresse de plus en plus le secteur financier. Donc, quelles pistes on peut mettre en avant ? Il y a deux niveaux auxquels on voudrait penser cette conditionnalité. D'abord, la nécessité d'investir la gouvernance d'entreprise pour penser la transition stratégique. Il y a déjà des choses qui ont été posées dans le projet de loi de finances rectificatif, où les entreprises aidées doivent fournir des plans autour des critères RSE, notamment des critères climatiques. Et l'Agence des participations de l'État va faire un reporting 1 an après auprès du Parlement et du gouvernement sur le progrès réalisé par ces entreprises-là. Déjà, la première chose à faire, c'est de pérenniser ce reporting parce que pour l'instant, on ne parle que de rendre compte à 12 mois seulement. Donc, c'est une période trop courte pour véritablement rendre compte d'une transition stratégique. Et il y a aussi un enjeu d'armer ce reporting-là et de faire en sorte qu'il s'appuie effectivement sur l'expertise qui existe dans le côté secteur public, que ce soit en lien avec le Haut Conseil pour le climat ou en lien avec les moyens importants de l'ADEME. Une chose sur ces objectifs, c'est que non seulement ils doivent porter sur des questions d'objectifs de long terme qui soient alignées avec l'accord de Paris, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone, mais il faut aussi qu'on ait des objectifs intermédiaires sur des périodes plus courtes, qui soient très claires et qui soient sur un scope, ce qu'on appelle scope 3, un scope englobant non seulement les activités propres de l'entreprise, mais aussi les émissions induites par son activité. Il y a aussi un autre enjeu, au-delà de comment est-ce qu'on rédige ces objectifs, de regarder les questions de gouvernance au sein d'une entreprise. Donc, il y a des avancées qui ont été faites sur le mode volontaire dans le code de régulation AFEP-MEDEF suite à la mission Nota-Sénar pour faire des propositions, notamment pour lier la rémunération des dirigeants à l'atteinte d'objectifs RSE et de critères environnementaux. Voilà, on pourrait penser que dans le cadre de l'aide de l'État, ce serait l'opportunité de rendre ces codes volontaires encore plus opérants et encore plus engageants pour les entreprises qui en bénéficient. Il y a aussi un enjeu que cette prise de participation ou ce soutien à des entreprises dans le cadre des plans de relance soit une sorte de première pierre pour que non seulement ces pratiques soient d'abord imposées aux entreprises aidées, mais ensuite s'intègrent aux entreprises aidées plus généralement, par exemple les entreprises qui bénéficient du CICE, et avec l'idée que ça fasse tache d'huile et que ça devienne véritablement quelque chose qui s'impose à l'ensemble des entreprises françaises dans la lignée de l'article 173 de la loi de transition, de la loi pour la transition et la croissance verte. Il y a aussi un enjeu en termes de gouvernance d'entreprise d'une plus grande transparence et quelque part que ces conditionnalités ne soient pas uniquement négociées entre direction et gouvernement, mais aussi d'inclure le plus possible les syndicats lors des négociations, puisqu'il y a tout un débat sur la place des syndicats et des salariés dans la raison d'être de l'entreprise et dans sa conduite stratégique, mais également de permettre aux parlementaires de mieux suivre et de mieux évaluer les aides aux entreprises. Il y a un comité qui est prévu et leur participation est d'ores et déjà actée, mais il y a vraiment un enjeu très important de suivre cette participation pour qu'elle soit effective.
Maintenant, il y a un deuxième niveau de transition qu'il ne faut vraiment pas passer sous silence, qui est le besoin de penser à une échelle sectorielle et systémique ces conditionnalités. Parce que quand on soutient une entreprise en particulier, elle n'agit pas en isolation, évidemment, elle est dans un environnement concurrentiel. Et il y a 3 ordres d'actions qu'on peut penser pour soutenir cette entreprise dans son environnement plus large. D'abord, pour éviter qu'il y ait des effets d'aubaine, c'est-à-dire on soutient une entreprise en particulier en lui mettant des conditionnalités particulières, mais ça la dessert par rapport à ses compétitrices, ou alors ça permet des sortes de bénéfices indus aux autres, à ses compétitrices. On peut penser la réglementation au niveau sectoriel. Ça avait été le cas, par exemple, en 2008, quand l'administration américaine avait massivement aidé le secteur automobile. Elle en avait profité pour mettre de nouvelles normes en termes d'émissions. On pourrait peut-être parler maintenant de la légitimité accrue pour intervenir sur le secteur aérien de matière sectorielle, puisqu'il y a une réglementation internationale qui a été mise en place pour encourager les compagnies aériennes à compenser leurs émissions, et une décision récente, notamment appuyée par la Commission européenne, qui fait que l'année de référence pour ces compensations avantage considérablement les compagnies. Donc une légitimité accrue pour penser à des nouvelles réglementations, par exemple à l'échelle européenne. Le cadre européen, il est aussi très important quand on pense aux aides d'État, puisque c'est aussi en fixant des lignes directrices communes qu'on évite en quelque sorte une course à l'échalote entre différents États membres. Et en fait, le fait que certains États se sentent désavantagés parce qu'ils recevraient moins d'aides d'État, même si c'est contre des contreparties, il y a vraiment l'intérêt d'élever cette discussion à l'échelle européenne. La dernière option qu'on peut mentionner, c'est l'idée de renforcer les appels à projets environnementaux. Donc, cette fois, au lieu d'essayer de relever la baseline pour l'ensemble des entreprises d'un secteur, là, c'est plutôt l'idée de tirer les plus innovants et les plus dynamiques et orienter le soutien public vers ces acteurs-là pour, quelque part, tirer les meilleurs élèves d'un secteur et leur permettre de contribuer finalement aux efforts de recherche et développement. Il y a des choses qui sont prévues dans les engagements qui ont déjà été pris, mais ces appels à projets, ils sont vraiment une opportunité intéressante pour tirer la R&D vers un système plus durable. Voilà, merci beaucoup. Je rends la parole à Sébastien. Merci beaucoup, Lola. Je pense que tu fais de toute façon déjà un appel à l'idée qu'il faudrait réfléchir à ces conditionnalités à la fois à l'échelle française et à l'échelle européenne. Donc, c'est une transition toute trouvée pour passer la parole à Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous parler de la question de la relance verte avec cette fois-ci l'angle européen, puisqu'évidemment, cette question n'est pas une question qui se pose que en France, mais qui se pose à l'échelle européenne, voire même à l'échelle mondiale. Et ce qui est peut-être particulier dans le cas de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, avant la crise, avait déjà en fait un programme, un projet pour ce que maintenant en France on appelle le monde d'après. Et ce projet-là, il a été conçu en fait il y a presque exactement 1 an, lorsque on a eu l'élection d'un nouveau Parlement européen par les citoyennes et les citoyens de l'Union européenne, dans beaucoup d'entre vous. Et ce Parlement ensuite a élu la nouvelle Commission européenne sur un programme. Et la priorité numéro 1 de la nouvelle Commission européenne, c'est un pacte vert pour l'Europe, ce dont vous avez peut-être entendu parler sous l'acronyme anglais de European Green Deal. Et ce pacte vert pour l'Europe, il a été présenté en décembre de l'année dernière, avec vraiment un ensemble, à la fois une vision très claire, un objectif très précis, celui de la neutralité climat d'ici 2050 pour l'intégralité de l'Union européenne, et avec aussi un agenda législatif, réglementaire, financier, extrêmement conséquent, avec plus d'une 50aine d'initiatives échelonnées sur l'année 2020 et 2021. Et la crise du Covid est arrivée à ce moment-là, en fait, à ce moment où ce pacte vert européen venait de faire consensus au niveau politique et où, disons, la mise en œuvre concrète, difficile, avec beaucoup de combats très concrets sur
par exemple sur le niveau de solidarité européenne avec les régions les plus touchées, etc., au moment où ce débat-là était en train de naître. Et après la crise du Covid, on a eu un risque réel de passage un peu à la trappe du pacte vert. Donc ça, c'était en mars, début avril. Et dès avril, en fait, il était clair qu'il y avait un consensus politique, un accord politique global en Europe pour relancer l'économie de façon verte, avec même un soutien explicite venant du gouvernement polonais et du gouvernement tchèque, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend les plus à la pointe de la question climatique. Donc là, cet accord politique autour de la relance verte, on l'a maintenant au niveau européen. La question, et c'est une question aussi similaire qu'on a en France et en Allemagne dans une moindre mesure, c'est comment est-ce qu'on passe des mots aux actes. Donc, pour les actes, regardons ce que la Commission propose pour relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, la Commission européenne propose des choses qui sont véritablement nouvelles et historiques. Et je pèse mes mots quand j'utilise le mot historique. Si on compare la réponse actuelle de la Commission européenne à la crise actuelle par rapport à la réponse qui avait été faite il y a 12 ans par la Commission de José Manuel Barroso lors de la crise précédente, on est vraiment sur deux planètes différentes. C'est-à-dire qu'en 2008, le rôle de la Commission européenne et de la solidarité européenne était mineur, très contesté, très difficile. Aujourd'hui, on a en fait un accord pour une véritable réponse macroéconomique impulsée par l'échelon européen. Et ça se traduit, s'il faut résumer avec quelques chiffres, par deux chiffres importants. Un premier qui est 800 milliards d'euros de prêts et de garanties que l'Union européenne va apporter, ou en tout cas peut apporter, aux entreprises et aux États. Et peut-être de manière beaucoup plus intéressante pour notre question de la relance verte, et de manière beaucoup plus nouvelle, pas simplement des prêts, mais de véritables subventions européennes. Et donc là, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne, via la Commission européenne, va emprunter sur les marchés financiers des sommes conséquentes de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et ces sommes, l'Union européenne va l'utiliser pour diverses choses, mais notamment pour donner aux États de l'argent frais, vraiment de la subvention, pour que ces États puissent financer ce que, dans le jargon européen, on appelle des plans de reprise et de résilience. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est que chaque État, à partir du mois d'octobre de cette année, doit présenter son plan national de reprise et de résilience. La Commission européenne va analyser la proposition de l'État sous divers angles. Un de ces angles, c'est la contribution de ce plan aux transitions, donc la transition numérique et la transition écologique. Et si la Commission juge que le plan national est suffisamment bon, la Commission, du coup, donne de l'argent à ces États. Et ces États n'ont pas besoin de rembourser cet argent, c'est vraiment de la subvention. Et c'est ça qui est vraiment nouveau dans la réponse de l'Union européenne. Puisqu'on a du coup cette conférence en ligne et qu'on tient en français et que du coup j'imagine que la plupart des gens qui nous rejoignent sont de nationalité française, j'ai voulu faire un point un peu sur les conséquences que ça peut avoir pour la France en particulier et notamment quel rôle la France peut jouer. Un premier élément, et ça boucle un peu avec la philosophie de ce que vient de nous exposer Lola, c'est la question de la conditionnalité verte. Alors là, cette fois-ci, pas la conditionnalité de l'aide aux entreprises, mais la conditionnalité de l'aide européenne aux États européens. Et là-dessus, le moins qu'on puisse dire, c'est que la proposition de la Commission européenne, disons, met le pied dans la porte, mais n'est pas extrêmement solide. Et le gouvernement français peut jouer un rôle pour faire en sorte de garantir que l'aide de l'Union européenne, l'aide que l'Union européenne va apporter à chacun des États membres de l'Union européenne, soit une aide qui favorise réellement la transition écologique, et notamment par des investissements qui sont, on va dire, un peu le type d'investissement qu'il faut faire en ce moment. C'est des investissements qui, à la fois, permettent de relancer l'économie à court terme et à la fois permettent d'avancer réellement dans la transition énergétique. Et Adrien en a évoqué plusieurs, et notamment la question de la rénovation des bâtiments est un peu la chose la plus évidente, mais pour autant, ce n'est pas forcément le secteur qui est le plus soutenu politiquement aujourd'hui, pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Et le deuxième élément, c'est ce que la France peut faire à la fois pour elle-même, mais aussi pour montrer l'exemple en Europe. Et là, ce qu'on sait déjà, c'est que dans le pire des cas pour la France va recevoir quand même 32 milliards d'euros d'argent de l'Union européenne.
Donc ça, c'est déjà sûr. On est déjà certain que la Commission va donner au moins 32 milliards d'euros à la France. Pour recevoir cet argent, la France doit présenter, créer son plan de reprise et de résilience. Et là, la question qui se pose, c'est quel plan la France va-t-elle soumettre? Comment est-ce que ce plan va être élaboré? Est-ce que c'est 2-3 fonctionnaires au ministère de l'économie qui l'élaborent tout seuls dans leur coin? Ou, pour parler d'un autre extrême, est-ce qu'on reprend des propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Est-ce que c'est soumis aussi à un débat préalable au Parlement français, à une consultation avec des organisations de la société civile, etc., pour aboutir in fine à un plan ambitieux qui utilise ces 32 milliards pour faire tout un tas d'investissements extrêmement importants pour notre avenir, y compris dans des secteurs comme la santé, comme le numérique, mais aussi évidemment dans des secteurs comme la transition écologique. Et moi, la chose qui me semble, disons, désirable, tant pour la France que pour l'Union européenne, c'est que la France agisse rapidement cet été et que dès septembre-octobre, on ait un plan français qui soit ambitieux sur la question de la transition écologique, qui soit véritablement démocratiquement légitime et qui puisse être soumis dès septembre ou octobre, parce que du coup, ça permettra de faire en sorte que la France soit le premier pays à soumettre ce plan-là. Et du coup, ce plan-là, s'il est de qualité, pourra devenir la référence pour tous les autres États européens et va donc permettre d'influencer les choix d'investissement que vont faire nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis allemands, nos amis néerlandais, polonais, tchèques, etc. Voilà. Donc, du coup, je termine sur ce point-là et vraiment, je pense que là, on a une occasion assez extraordinaire cet été pour avancer rapidement à la fois sur les questions d'investissement en faveur de la transition écologique, à la fois en France et dans l'Union européenne. Merci beaucoup Thomas. Je pense que la suite est assez naturelle pour essayer de se dire maintenant que fait l'Allemagne. On a la chance d'avoir avec nous Muriel Gagnebin, qui est spécialiste des politiques énergétiques françaises et allemandes à Agora Energiewende, le think tank allemand sur la transition énergétique. Muriel, guten Tag, mais je sais que tu es francophone, donc heureusement tu vas nous parler en français, ce qui nous simplifie la vie pour ce webinaire. La parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je vais effectivement donc vous présenter d'une part le plan de relance allemand, ce que potentiellement la France pourrait en retenir, et également un petit peu, on a formulé des recommandations sur le budget européen donc, que Thomas a présenté antérieurement. Je pense que ça correspond bien du coup à la suite et en tant que dernière présentatrice de ce webinaire. Donc, qu'a proposé l'Allemagne? Un instant, j'arrive pas à passer. Voilà. Alors, d'une part, il est important de savoir en arrière-plan que si on souhaite réellement atteindre les objectifs climatiques nationaux et européens, des efforts importants sont vraiment nécessaires. Dès aujourd'hui. Donc, sur le graphique, vous voyez la durée de vie des investissements que l'on réaliserait aujourd'hui selon le secteur. Donc, on voit le secteur des bâtiments en premier, ensuite, c'est le secteur électrique, le secteur de l'industrie en vert et tout en bas, les transports. La durée des investissements peut aller jusqu'à plus de 80 ans. Donc, effectivement, les investissements réalisés aujourd'hui ont un impact à très long terme, donc il faut tenir compte aujourd'hui lorsqu'on propose des plans de relance économique. En Allemagne, 2 études sont parues en début d'année de cette année sur commande du ministère de l'Environnement pour analyser le programme de protection du climat, donc le Climat Schutz Programme qui a été proposé par le gouvernement en septembre dernier, ainsi que donc le plan de sortie du charbon, dont la loi donc est passée la semaine dernière, vendredi. Et selon ces 2 rapports, l'Allemagne, malgré ces 2 programmes-là importants, qui ont requis d'énormes négociations et des efforts importants de la part de tous les acteurs en Allemagne, n'atteindrait pas ses objectifs climatiques pour 2030. Donc, je les rappelle ici, moins 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Donc, clairement, il y a des efforts déjà à faire à ce niveau-là. Nous avons aussi estimé, donc, dans un rapport que nous sommes en train de travailler en ce moment, mais au niveau européen, il y aurait un déficit d'investissement sur la période 2021-2028, donc plutôt du court-moyen terme, pour atteindre donc, les objectifs actuels de l'Union européenne, donc moins 40 ou moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs donc industrie, électricité, le bâtiment et les transports, d'environ 2443 milliards d'euros. Et on s'apprête cette année encore à négocier donc, un rehaussement des ambitions pour 2030, donc au niveau européen.
Donc, tout cela montre qu'il y a des efforts qui sont à faire aujourd'hui pour atteindre les ambitions climatiques d'aujourd'hui. Et si on souhaite permettre d'atteindre la neutralité carbone à 2050, il faudrait pouvoir rehausser ces ambitions-là, ce qui demanderait en fait des efforts additionnels. C'est pourquoi il est très important de coupler les enjeux climatiques à ce stade avec les plans de relance qui sont proposés donc au niveau national, mais au niveau européen également. Donc, qu'est-ce qu'a proposé le gouvernement allemand? Donc, le plan a été dévoilé début juin. Et on lui a attribué une couleur de vert clair, on dirait, donc pour 130 milliards d'euros annoncés, 32 à peu près sont en faveur du climat. Donc nous avions fait en fait une proposition en amont aussi en direction du gouvernement pour faire une relance. Donc on avait proposé 100 milliards répartis sur les différents secteurs. Ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, donc en première instance, donc une petite baisse de la contribution EEG, donc en fait qui est l'équivalent de l'ancienne CSPE en France, donc qui permet de financer le soutien public aux énergies renouvelables. C'est en Allemagne aujourd'hui encore une contribution qui s'applique à la facture électrique, donc payée essentiellement en fait par les ménages et les PME parce que les industries électro-intensives font l'objet aussi ont l'avantage d'avoir quelques déductions. Donc 11 milliards d'euros sont consacrés à la baisse de cette contribution. On avait proposé à l'origine 22 milliards d'euros, par exemple. Dans le secteur de la mobilité, de gros efforts ont été faits. 10 milliards d'euros donc sont consacrés, avec quelque chose de très, très notable pour l'Allemagne spécifiquement, qui a une industrie automobile extrêmement forte et qui soutient une grande partie de l'économie. Il n'y a pas eu de soutien public donc aux véhicules thermiques dans le paquet de relance. Par contre, donc, un doublement de la part fédérale pour le bonus écologique pour les véhicules électriques, en fait, ça permet de revenir au niveau antérieur qui était appliqué jusqu'à la fin de l'année dernière. Ensuite, donc, il y a eu quelques milliards, donc 2,5 milliards d'euros aussi affectés au développement d'une infrastructure de recharge, d'une filière de batterie, la modernisation des flottes de poids lourds et des flottes maritimes et aériennes également vont faire l'objet de 3,2 milliards d'euros de subventions. Et aussi un soutien au transport public de 2,5 milliards d'euros. C'est assez important, considérant qu'en Allemagne, peut-être que le secteur du transport public a été jusque-là peut-être un peu moins subventionné qu'en France de manière générale. Après, ce qui a fait beaucoup de bruit, évidemment, c'est le soutien au développement d'une filière hydrogène vert en Allemagne, donc 9 milliards d'euros, dont 2 milliards affectés en fait, à des partenariats internationaux. Par la suite, donc après la publication du plan de relance allemand, la stratégie hydrogène est venue confirmer, donc c'est l'investissement des 9 milliards d'euros et une stratégie peut-être un peu plus précise aussi adoptée par le gouvernement allemand afin que l'Allemagne devienne un moteur, on va dire, de développement de l'hydrogène vert au sein de l'Europe et à travers le monde. La rénovation énergétique des bâtiments a reçu 2 milliards d'euros sur la période 2020-2021, donc sachant qu'il y avait déjà 3 milliards d'euros dans impôts, ça fait un total de 5 milliards d'euros. Ça reste relativement faible par rapport aux besoins en fait, de décarbonation du secteur. Comme Adrien a pu le présenter plus tôt, c'est un enjeu au niveau européen, au niveau national, allemand, français. Tous les pays ont extrêmement beaucoup de difficultés à décarboner ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux peut-être dans ce plan? Donc, il y a une mesure qui est assez controversée. En fait, 20 milliards d'euros ont été affectés dans la baisse de la TVA de 3 points de pourcentage, donc, qui était donc à 19%, qui passe à 16% depuis le 1er juillet jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça a été une manière en fait, pour le gouvernement d'apporter un soutien indirect au secteur automobile. Mais évidemment, ça a, on va dire, l'impact négatif également de favoriser la consommation des énergies fossiles jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça a un impact un peu négatif aussi qui n'est pas favorable au climat. Et notamment, ce qui peut être largement renforcé, c'est d'une part les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables en Allemagne. Donc, évidemment, il existe déjà ce système de soutien financier, mais il y a eu des réformes qui n'ont pas très bien fonctionné les dernières années, qui ont ralenti en fait la vitesse d'installation, le déploiement des énergies renouvelables, notamment éoliennes en Allemagne, qui nécessitera en fait le développement et la mise en œuvre d'appels d'offres additionnels, par exemple, pour permettre l'installation de davantage de capacités, qui ont été aussi ralenties à cause de la crise sanitaire, mais aussi des mesures qui permettent d'accroître l'acceptation des projets. Donc, comme Adrien a pu le dire, les enjeux ne sont pas nécessairement que financiers. D'autre part, nous pensons donc en fait pour la rénovation des bâtiments, clairement, il y a un programme beaucoup plus large à prévoir, que ce soit au niveau national comme au niveau européen.
et également un programme pour l'industrie, pour la décarbonation de l'industrie, parce que le plan de relance prévoyait donc un programme hydrogène assez important, mais ça restait limité à ça. Aucun budget dédié à l'industrie, alors que les processus industriels nécessitent également d'être décarbonés. Comme le graphique précédent vous le montrait, les investissements dans les sites de production industrielle sont relativement longs, c'est-à-dire que les investissements faits aujourd'hui seront très certainement en fonctionnement jusqu'en 2050. Donc, s'ils ne sont pas décarbonés aujourd'hui, on risque d'avoir des problèmes. Donc, nous avons aussi, il existe des technologies qui permettent de décarboner ces processus-là et ne sont pas tout à fait encore en mesure d'être commercialisés à grande échelle. Il s'agit d'investir justement typiquement dans des contrats pour la différence carbone qui permettraient en fait le déploiement à plus grande échelle de ces technologies qui permettraient de faire baisser les coûts pour qu'on puisse les déployer à plus grande échelle à partir de 2030, par exemple. Petit commentaire peut-être donc pour terminer sur le budget européen, donc qui est actuellement en négociation par les chefs de gouvernement au sein de l'Union européenne. Pour être en accord avec le pacte vert, ce qui a été le cas en tout cas au moment de l'annonce actuelle de la Commission européenne du budget européen, il faudrait en fait que les fonds prévus soient davantage alloués en fait directement aux mesures en faveur du climat. Et également, il faudrait se doter d'une gouvernance adaptée pour permettre le contrôle justement de ces flux financiers. Nous avons fait quelques propositions dans un rapport qui va être publié sous quelques semaines de possibles dispositifs en fait pour permettre d'une part de flécher davantage en fait ces fonds vers des mesures en faveur du climat et d'autre part donc pour une gouvernance. Donc les 3 points que j'aimerais mentionner, c'est d'une part donc stipuler qu'une part de 40% de ces fonds-là soit dédiée aux mesures en faveur du climat. Donc aujourd'hui, ce qui a été proposé, c'est 25%. Ça reste trop faible pour permettre de déclencher suffisamment d'investissements qui permettraient d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Et d'autre part, donc développer des initiatives clés européennes, donc typiquement dans le secteur du bâtiment, par exemple, ou dans le déploiement des ENR, il serait possible d'envisager des appels d'offres européens. Il pourrait aussi, on pourrait envisager également d'avoir des projets européens sur la décarbonation des réseaux de chaleur urbains ou le développement d'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques, par exemple, mais en spécifiant justement, en favorisant les zones peut-être moins urbaines, ou aussi la construction d'un réseau ferré rapide européen. Par exemple. Ce seraient des projets qui pourraient être gérés au niveau européen où tous les États membres participeraient et profiteraient également de ces fonds européens. Il serait aussi important, nous pensons, en fait, de publier une liste d'activités carbonées, donc typiquement en fait, qui favoriseraient les énergies fossiles, qu'on exclurait activement des financements européens. Aujourd'hui, on parle de taxonomie européenne, etc. Donc, on crée une liste d'investissements autorisés. On pourrait également faire la même chose avec des investissements qu'on exclurait activement en fait, de ces mesures. Et pour s'assurer que tout cela fonctionne effectivement et que les investissements soient bien en direction de mesures en faveur du climat, il serait très important, effectivement, comme les fonds seront alloués aussi au niveau national et aux États membres qui ont une certaine flexibilité aussi dans l'utilisation de ces fonds-là, il serait important d'être en cohérence en fait dans les différentes procédures de planification, donc que ce soit en fait les plans nationaux énergie-climat, le plan de transition juste ou justement le fonds de la relance et de résilience devraient être en accord sur les questions climat de manière générale. Il faudrait définir aussi clairement le rôle de la taxonomie européenne qui entrera en vigueur donc l'année prochaine, en 2021, dans la mise en œuvre au niveau national aussi des programmes d'investissement. Et ensuite, prévoir une revue du budget en 2024, donc après qu'on aura mis à jour le cadre européen en matière de climat et d'énergie, après les renégociations justement du rehaussement des ambitions à l'horizon 2030, potentiellement à moins 55% d'émissions. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Sébastien. Merci beaucoup Muriel. Donc on vous a fait un panorama assez vaste de ces questions de mise en œuvre d'une relance compatible avec les objectifs climat depuis la France jusqu'à l'horizon européen en passant par l'exemple allemand. J'ai un certain nombre de questions que je vais poser. Je vais essayer de les poser de manière courte et si possible, si vous pouvez apporter des réponses courtes. Elles sont pas toutes du même niveau technique, mais il y a une première série de questions sur l'accessibilité des aides, notamment d'une part pour les TPE. Est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques pour les TPE qui sont proposés ou qu'il faudrait proposer?
Et puis une question sur l'accessibilité des aides pour les particuliers, avec notamment le fait que finalement, quand on est un particulier, on a des aides pour ses fenêtres, des aides pour sa voiture, des aides pour tout un tas d'autres choses, et qu'en fait, on aurait peut-être besoin d'avoir, pour que ça soit accessible à des particuliers, avoir une seule aide qui vienne appuyer les ménages dans leur transition vers un mode de vie plus durable. Sur cette question-là, je me tourne peut-être vers Adrien pour commencer. Bien. En ce qui concerne les TPE, c'est un sujet évidemment important parce qu'elles sont amenées à faire une partie des investissements qui sont prévus dans le plan. Nous n'avons pas, à notre connaissance, de dispositifs d'accompagnement vraiment spécifiques. Et c'est, je pense, si cette connaissance correspond bien à la réalité, c'est un manque. Donc, on vous rejoint sur la nécessité d'avoir un outil qui permette de répondre à leur situation spécifique. On espère que si cet outil existe, il pourra faire un bon usage des dispositions qu'on propose dans le plan, qui sont une éligibilité à des aides, à des prêts, que même les TPE auxquels pourraient accéder. Sur la question de l'aide globalisée aux ménages, on peut voir ça comme un élément intéressant. Je crois que la question portait sur le fait qu'en plus, une aide pourrait être versée et que les ménages auraient à rendre compte de la façon dont ils l'ont utilisée au-delà d'un an. Il me semble que derrière cette question, il y a quand même quelque chose qui est important, qui est le portage du risque associé au projet de transition d'un ménage. Si on vous dit, voilà, en année N, vous avez une certaine somme, et puis en année N+1, vous devez démontrer que vous avez fait des économies d'énergie, des baisses d'émissions à partir de là, eh bien, c'est vous qui portez le risque que ça ne se passe pas comme prévu, que les travaux que vous avez engagés dans votre logement ne soient pas bien faits, que le véhicule qu'on vous a vendu ne performe pas comme prévu, et quand bien même vous pourriez vous retourner contre les professionnels qui vous ont engagé dans ces projets-là, ce seront des démarches compliquées, et nous avons pu constater par le passé que lorsque ce sont les ménages qui portent ce risque, ils ne se risquent en fait pas à entreprendre des projets. Ils préfèrent finalement les aides en silo à des aides globalisées, puisqu'ils ont la crainte de ne pas pouvoir assurer ou assumer le risque. Donc, il y a clairement quelque chose à faire qui peut les mettre dans des démarches plus globales de transition et pas seulement des démarches en silo. Mais c'est extrêmement important de baliser sur qui porte le risque et la qualité des réalisations pour ne pas que l'aide soit peu sollicitée du fait du fort risque qu'elle fait porter aux ménages. Thomas, tu voulais aussi ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur des entreprises assez particulières qui sont les entreprises innovantes, donc les startups notamment, qui sont en difficulté, en particulier dans cette crise, parce que ces entreprises qui n'ont pas accès aux décideurs politiques, qui n'ont pas accès non plus à des relations bancaires, puisqu'elles se lancent généralement sur le marché, et notamment toutes celles qui voulaient se lancer en 2020 sont vraiment à risque. Et là, il y a deux risques. Il y a un risque pour la transition qui est qu'en fait, on perd 5 ans dans l'innovation sur les nouveaux modèles économiques, les nouvelles manières de prévenir la production de déchets, etc. etc. Et l'autre risque, c'est qu'en fait, les personnes qui rachètent ces entreprises innovantes soient notamment des capitaux étrangers, et notamment les Chinois, évidemment, qui regardent ça de manière attentive. Comme réponse partielle à ça, la Commission européenne a lancé pour la première fois une aide spécifique aux startups de la transition écologique. Ça a été fait en mai dernier, avec 300 millions d'euros qui ont été débloqués pour venir en aide à ces startups-là. Et c'est quelque chose qui va être produit au niveau européen et qui aussi peut être fait en France avec l'argent français du plan de relance. Et ça concerne vraiment tous les secteurs de la transition, que ce soit l'énergie propre, la réduction des déchets, que ce soit la préservation des écosystèmes, etc. Merci beaucoup. J'ai une autre série de questions qui est sur la question des secteurs qui ne sont pas forcément verts, Air France, Renault, l'industrie lourde. Lola, tu as un peu évoqué les questions de comment est-ce qu'on peut demander des contreparties. Je crois qu'il y a des demandes un peu de clarifier quel peut être le cadre méthodologique pour faire ça. Est-ce que sur l'exemple de Renault ou Air France, qu'est-ce qu'on leur demande ? Tu disais les objectifs environnementaux sont plus faciles à quantifier aujourd'hui qu'ils étaient en 2008. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus ? Et aussi sur la proposition du fait que on pourrait utiliser un mode conventionnel de négociation salariale, j'allais dire, pour négocier les plans de transition. Ça, c'est une question que je t'adresse en particulier, mais évidemment, n'hésitez pas à vous signaler les autres si vous souhaitez réagir là-dessus aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que comme j'ai parlé de réglementation sectorielle,
Je comprends qu'on pense aux conventions collectives ou aux accords de branche comme un support sur lequel on pourrait penser à des questions de garantie environnementale. En fait, je ne suis pas une experte de droit social, mais j'ai justement l'impression que ces conventions collectives ne sont pas forcément un moyen adapté parce qu'elles visent avant tout à préciser quelles sont les règles de droit du travail ou de droit social qui s'appliquent et selon quelles modalités pour certains types d'entreprises. Donc, elles ne me semblent pas adaptées en termes de langage et de périmètre pour inscrire ces conditionnalités-là. Par contre, il existe d'ores et déjà des choses qui sont dans la réglementation pour les entreprises. Depuis la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, il y a une obligation tous les 4 ans pour les entreprises de plus de 500 salariés de faire déjà un bilan carbone et un audit énergétique, assorti d'une sanction si jamais ça n'est pas réalisé. Je pense que là, la proposition qui est actuellement sur la table, c'est d'aller un cran plus loin et de demander non seulement une photographie de l'existant, mais de demander qu'est-ce que ça va être votre stratégie pour arriver à vous aligner avec une trajectoire de réduction d'émissions. Il y a dans le texte de loi actuel des références à des trajectoires qu'on a déjà. La stratégie nationale bas carbone en France, elle donne des indications sectorielles du niveau de réduction d'émissions qu'on souhaiterait avoir dans les bâtiments, dans l'industrie. Donc, c'est des premiers guides qui pourraient être utilisés. Mais il y a aussi d'autres méthodologies. L'ADEME a une méthodologie intéressante qui s'appelle ACT pour Assessing Low Carbon Transition, évaluer la transition bas carbone. Qui pourrait être aussi une base intéressante sur laquelle se fonder. Il y a aussi d'autres initiatives pour se fixer des objectifs comme Science-Based Target, si jamais certains d'entre vous en ont entendu parler. L'avantage de la méthode ACT, c'est qu'elle contient des indicateurs non seulement sur un objectif à long terme et des objectifs intermédiaires, mais aussi des objectifs de gouvernance d'entreprise dès aujourd'hui. Donc voilà pour faire un petit récapitulatif rapide de l'existant et des outils sur lesquels on peut déjà s'appuyer. Merci beaucoup. J'ai une série de questions aussi pour Muriel, à la fois sur cette question de l'industrie lourde, comment est-ce qu'on peut la piloter? Est-ce qu'elle n'est pas finalement, est-ce que le plan, par exemple le plan allemand, n'est pas un plan de beaucoup de soutien à l'industrie lourde sans qu'on puisse vraiment l'orienter vers du vert? Une autre question sur l'Allemagne qui est au fond, est-ce qu'on a un chiffrage de la tonne de carbone évitée grâce à par euro investi dans ce plan de relance? Est-ce qu'on peut se donner une estimation de l'efficacité climat de ce plan de relance ou de l'inefficacité climat? Parce que finalement, en t'ayant écouté, certains participants se demandent, mais en fait, c'est pas très vert tout ça. Est-ce qu'on peut se donner un équivalent de ça? Et je pense que je poserai la même question peut-être à Adrien ensuite sur une question qui est, est-ce qu'on peut se donner une idée de la tonne de carbone évitée par euro selon les différentes mesures? Je pense que dans la tête de celui qui posait cette question, ou de celle qui posait cette question, c'est est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Et est-ce qu'on peut être tenu comptable de leur efficacité climat? Muriel, tu attrapes ce que tu veux évidemment dans cette série de questions. Merci Sébastien. Concernant l'industrie lourde, en fait, dans le plan de relance spécifiquement, il y a très très peu de mesures en leur direction. Donc en fait, il y a ce plan sur l'hydrogène, effectivement, mais en fait, c'est effectivement pour décarboner le secteur de l'industrie, mais aussi du transport, donc typiquement l'aviation, éventuellement le maritime ou le transport poids lourd. Donc ça a été en fait le seul élément, on va dire, qui était en faveur de la décarbonation de l'industrie, en tout cas pour tout ce qui est matériaux de base, qui est en fait la partie la plus difficile à décarboner de l'industrie. L'industrie, pour la décarboner, il y a d'une part l'électrification, donc utiliser le maximum d'électricité renouvelable sur tous les processus qui le permettent, et pour tout ce qui ne le permet pas, justement, soit utiliser de l'hydrogène vert en Allemagne, ou alors utiliser de nouvelles technologies donc, qui permettraient un processus de production décarboné, éventuellement considérant aussi le CCS, donc stockage du carbone produit lors des processus de production. Donc à partir de là, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il existe des technologies et il faut faire des efforts si on a l'intention effectivement de maintenir une certaine industrie, les employés, etc. en Europe.
ce qui est un enjeu aussi important dans toute l'Europe. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire on supprime l'industrie pour décarboner, c'est comment maintenir une certaine forme d'industrie, comment la faire évoluer avec l'innovation, etc., pour permettre de décarboner sans devoir nécessairement réduire donc, du coup, la production je sais pas, de ciment, d'acier, etc., qui nous permettent aujourd'hui de maintenir un secteur des bâtiments ou la construction de différents objets dont nous avons besoin aussi. Donc, concrètement, il y a des efforts à faire sur le secteur de l'industrie. Et pour le moment, on pense qu'il n'y a pas suffisamment de mesures, il n'y a pas suffisamment de budget dédié dans cette direction-là. Donc, il y a eu les contrats pour la différence carbone qui ont été proposés, mais seulement pour des projets hydrogène dans le plan de relance. Donc, il s'agirait d'élargir ça sur des technologies typiquement pour la production d'acier, en passant par la route de la réduction directe, etc. On entre dans des terminologies un peu techniques, mais qui permettent en fait de décarboner rapidement en fait ces processus-là. Ça reste cher malheureusement, donc il y a un surcoût à produire par exemple de l'acier vert. Et pour compenser ce surcoût-là, on pourrait faire un peu comme pour les énergies renouvelables, justement avoir un contrat pour la différence. Ce serait l'idée là-dessus. Alors après, la tonne de CO2 évitée grâce au plan de relance. Je pense ce qu'il faut maintenir un peu en tête, c'est que les plans de relance sont prévus à très court terme. Hein. Donc, typiquement, le plan de relance allemand, il est prévu sur un horizon donc, à partir de juillet 2020 jusqu'à fin 2021. Donc, sur 1 an et demi, effectivement, les effets ne seront pas nécessairement si visibles. La question était combien de cet argent public qui va être mis sur la table sera en faveur en fait, du climat, dans le sens où les efforts sont à faire à plus long terme. On voit l'horizon 2050, on voit l'horizon 2030, pour lequel en fait, on a concrètement en fait, de gros efforts à faire. Si aujourd'hui, dans le plan de relance, on n'est pas suffisamment vert, effectivement, on crée une tendance, en fait, où d'une part, on se bloque dans l'usage d'énergie fossile à plus long terme, et d'autre part, on reporte à plus tard en fait, des investissements qui seront d'autant plus lourds et qui ne seront pas tenables. Donc, l'idée, c'est en fait surtout de faire avancer, utiliser en fait cette occasion et ne pas la manquer, parce que si on fait des investissements aujourd'hui et tout cet argent va dans des énergies plutôt fossiles, etc., on va rater davantage encore le coche. L'idée, c'est de pousser dans ce sens-là. Donc après, ce qu'il faudrait voir, c'est du coup quelle est l'impulsion que ça aura pu donner en fait pour les investissements à venir, en fait, à partir de 2022 jusqu'à 2030, voire au-delà. Et donc, quel est l'impact à plus long terme en fait de ce plan de relance, quel est l'effet de levier en fait au final, plutôt que en fait quel est réellement l'impact direct sur les émissions évitées du plan de relance en soi. J'aurais tendance à dire. Rien avant, juste avant de te passer la parole, parce que l'heure tourne, je voudrais juste dire que j'ai une question un peu générique. Il y a des tas de questions intéressantes sur le Carbon Contract for Difference, le contrat pour la différence dont parlait Muriel. Ça a intéressé beaucoup de personnes, mais je crois qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ça. Et ça sera un autre séminaire qu'il faudrait organiser. La question plus générique, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent la question de est-ce qu'on ne pourrait pas construire les plans de relance depuis les territoires. Par exemple, si on devait construire des territoires où le tourisme est important, qu'est-ce que c'est qu'un tourisme relancé dans la bonne direction ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça d'une manière un peu plus bottom-up que top-down? Et dans quelle mesure ce qu'on construit en France et en Allemagne peut ensuite avoir un effet d'entraînement? Certains des auditeurs sont un peu sceptiques sur la capacité d'entraînement des plus vertueux, que les autres peuvent regarder comme une vache qui voit passer un train. Et donc la question est de se dire quelles sont les dynamiques politiques entre les différentes échelles. C'est une question très vaste. Mais je te propose, Adrien, de dire un mot sur la question du rendement tonne de CO2 par euro investi dans le plan de relance, et puis plus génériquement sur ces échelles. Et je passerai la parole ensuite aussi à Thomas, Lola, Muriel et Pierre-Marie, mais je ne suis pas sûr qu'on va tous pouvoir vous donner la parole. Adrien, d'abord toi. Bien, je vais essayer de donner 3 éléments de réponse à cette question sur le rendement des mesures qu'on a essayé de concevoir dans le papier présenté vendredi. C'est une question qu'on s'est posée. Premier élément de réponse, notre plan se raccroche à la stratégie nationale bas carbone française. Et on pense que cette stratégie a déjà pris en compte de façon assez intense la question de l'efficacité et des efforts à consacrer aux différents secteurs au regard de leurs coûts et de leur coût de décarbonation. Le deuxième élément, c'est en lien avec cette question de carbone et relance de l'activité. La stratégie nationale bas carbone vise un objectif de découplage. On sait que le découplage, c'est une question qui fait débat. Il y a des analystes qui disent que ça ne fonctionne pas, d'autres qui disent que c'est un levier sur lequel on peut s'appuyer. Nous constatons que dans la stratégie nationale bas carbone, il est prévu de créer un différentiel de plus en plus grand entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, par des investissements dans l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Et c'est cela qu'on reprend dans notre papier.
Donc on pense que si on réalise ces investissements, si on met les moyens qui sont proposés dans le papier, on aboutira à ce découplage et donc à une baisse des émissions. On peut les retrouver dans les budgets carbone de la stratégie nationale. On passe de 460 mégatonnes équivalent CO2 aujourd'hui à 400 à la fin au courant 2020-2022, puis 360, puis 300 à la fin de la décennie. Donc ça semble possible sur le base de cette stratégie. Troisième élément de réponse sur l'efficacité des mesures en tant que telles. On est conscient qu'il peut y avoir des compétitions entre mesures qui essayent de réduire les émissions pour le climat. On pense que l'équilibre a été fixé par la stratégie et que notre plan est fidèle à ça. On liste quand même aussi, pour attirer l'attention dans le cadre d'un plan de relance sur les choses qu'il vaut mieux éviter, sur quelques mesures, on ne sait pas si elles sont à l'étude aujourd'hui en France, mais on en parle dans le rapport, quelques mesures qui auraient probablement un effet assez néfaste sur les émissions et qui seraient plutôt des augmentations d'émissions par euro investi pour la relance. Par exemple, si les gouvernements envisageaient de baisser encore le prix des énergies fossiles, d'accroître les infrastructures de certaines technologies fossiles dans les routes, dans le réseau aérien. A priori, ce n'est pas ce qui est envisagé aujourd'hui, mais on peut toujours mettre une alarme préventive sur le fait de ne pas concevoir dans le plan des mesures qui augmenteraient les émissions. Merci Adrien. Thomas, sur la question des dynamiques politiques entre les différentes échelles, à la fois les territoires subnationaux et puis entre États membres. Oui, alors pour ce qui est des territoires subnationaux, je serais bien normal de répondre puisque ce n'est pas le cœur de mon travail. Néanmoins, pour l'effet d'entraînement qu'un plan ambitieux français peut avoir sur les voisins européens, j'aurais peut-être dû préciser en fait que le principal acteur de cette coordination entre les différents États nationaux, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne a tout intérêt de voir des plans nationaux qui lui soient soumis et qui soient des plans vraiment ambitieux sur la question du climat pour une raison en fait purement politique. C'est-à-dire que si vous mettez une seconde dans la tête d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'est une femme qui est politiquement issue de la droite conservatrice allemande. Ce n'est pas une fanatique de l'écologie historiquement. Si elle a décidé de faire du pacte vert la priorité numéro 1, c'est parce qu'elle y voit un élément essentiel politique, de survie politique de l'Union européenne et du projet européen, pour que les gens qui considèrent que le climat est une priorité politique voient dans l'Union européenne une part de la solution. Et du coup, c'est avant tout par cet intérêt-là que la Commission peut se saisir de plans ambitieux comme le plan allemand pour ensuite négocier avec la Bulgarie, avec le Portugal, la Suède, enfin tous les autres pays, pour dire, écoutez, regardez ce que les Français ont fait. Nous, Commission, on trouve que ce point-là, c'est parfait, c'est excellent. Inspirez-vous de ça pour proposer, par exemple, un plan bulgare qui soit ambitieux. Et nous, Commission, de ce côté-là, on vous donnera le feu vert très vite, vous aurez l'argent très vite, vous pourrez du coup stimuler votre économie le plus rapidement, puisque ça reste quand même ça l'objectif principal des chefs d'État et de gouvernement. Merci beaucoup. Je vais laisser encore 2 minutes, même si on va dépasser de 2 minutes, en gros, 2 minutes à Lola et 2 minutes à Muriel. Excusez-moi, j'étais déconnectée. Je veux bien laisser la parole d'abord à Muriel, parce que je n'ai pas entendu les questions. Je vais peut-être ajouter juste une petite chose. En fait, la proposition des 750 milliards d'euros de la Commission européenne pour le plan de relance européen est venue en fait aussi d'une impulsion clairement franco-allemande. Macron, Merkel se sont rencontrés, ont fait une proposition de 500 milliards d'euros et donc ça a permis en fait à la Commission de construire derrière, de faire une proposition encore un peu plus grande en partant de cette proposition franco-allemande. Donc l'Allemagne était effectivement au début de la crise relativement contre une mutualisation des dettes, etc. Et il y a eu en fait une réflexion quand même qui a été faite et clairement l'axe franco-allemand joue un rôle important dans les décisions européennes qui sont prises, mais aussi en fait d'entraînement quand même donc par leur poids politique au sein de l'Union. Et c'est pas négligeable, je pense, dans tous les cas. Et effectivement, tout le monde regarde ce que fait l'Allemagne, tout le monde regarde ce que fait la France et tout le monde attend justement la sortie au mois d'août du plan de relance français. Merci beaucoup. Lola, donc ma question était assez générique. Elle était sur la construction des plans de relance, si possible, depuis les territoires, et ensuite de voir comment est-ce que ça s'agrège jusqu'à un niveau européen, plutôt que de considérer ça uniquement de manière descendante. On pense à la Convention citoyenne en France, et beaucoup l'ont mentionné. Il y a une question qui dit, mais est-ce que les 32 milliards d'euros, ça correspond au financement du programme de la Convention citoyenne? Enfin, on se dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser de la volonté des citoyens pour qu'ils participent aussi au plan de relance? Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus. Je vois que tu mentionnes que sur le Carbon Contract for Difference, il y a une publication de l'IDRI qu'on pourra essayer de rendre visible sur le site, ainsi que celle des autres think tanks qui ont publié sur le sujet. Lola, c'est un mot de la fin pas facile, mais pour toi. Très rapidement, je pense qu'il y a plusieurs échelles
où ces investissements vont pouvoir se matérialiser. Évidemment, là, en ce moment, on a un focus très fort sur la puissance publique étatique parce qu'on s'attend à des annonces très fortes. Il y a déjà eu beaucoup d'argent sur la table et il y en aura encore plus dans les semaines et les mois qui viennent. Mais en parallèle, il ne faut pas perdre de vue non plus effectivement la dynamique de la Convention citoyenne, mais aussi les municipales qui ont envoyé quand même des signaux forts avec des tournants écologistes dans certaines grandes villes en France. Et aussi, on a ouvert avec le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui a une grande section sur le rôle que peuvent jouer les régions dans la transition et un rappel sur quels sont les leviers qui sont à leur disposition. Il ne faut pas oublier que les régions sont aussi actives depuis des années et ont des obligations de faire des plans énergie-climat pour justement construire ces projets au niveau des territoires. Donc juste un petit rappel qu'il y a déjà différentes échelles municipales et régionales pour penser ces projets-là. Et je pense que la Convention citoyenne va peut-être aussi avoir ce bénéfice-là de montrer que la participation citoyenne large, elle a des vertus. La Convention elle a été émulée notamment au Royaume-Uni au niveau national, mais il y a aussi eu beaucoup de conventions qui sont tenues au niveau local. Je pense que c'est peut-être aussi ça quelque chose à développer pour mettre en œuvre justement ces projets territoriaux. Merci beaucoup à toutes et à tous. Désolé pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu apporter de réponse. Il y avait des questions très intéressantes sur les instruments comme les garanties publiques, etc. Mais nous n'avons plus le temps de les traiter. Merci à nos collègues de Agora Energiewende. Merci Muriel depuis Berlin, Adrien, I4CE, Thomas, Institut Jacques Delors, et puis Lola et Pierre-Marie Idry. On était ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce séminaire, qui nous ont posé des questions très intéressantes. Et la suite à propos du plan de relance français, évidemment, comme l'a souligné Thomas, dans l'été, des choses importantes vont se jouer. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.